Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Les professeurs du cours Architecture, Écologie, Durabilité de la faculté d'architecture Lacambre-Horta de l'ULB ont demandé à leurs étudiants et étudiantes de plancher sur le chantier pilote du Labo Nord. La semaine dernière, ils avaient pu assister à un scan 3D du chantier du Labo Nord. Et cette semaine, je vous propose de retrouver l'architecte Benoît Lemens de 450 ppm ainsi que Samuel Dubois, qui est project leader et expert en recherche et développement chez Buildwise, pour l'analyse justement de ce scan 3D. Ce qu'on voit ici, c'est une série de points qui ont été mesurés avec le scanner laser. Et il y a tellement de densité de points qu'on arrive à retrouver la géométrie du bâtiment des différents objets qui ont été scannés. Ce que fait le scanner, c'est qu'il positionne des points. Lui, il envoie son faisceau laser et en fonction de différents temps de vol, temps de retour, durée de vol et décalage de phase, il va positionner le point dans l'espace. Et ce point, il va avoir une métadonnée qui va être la valeur d'intensité du retour, qui change en fonction des matériaux. Et dans le processus, si on fait des photos en même temps, on va pouvoir, dans le traitement du nuage de points, affecter une couleur. Et donc, en fait, c'est des points positionnés dans l'espace sur lesquels on va avoir une ou deux valeurs, l'intensité et la couleur. Le but, c'est d'arriver à traiter ça comme le fait un architecte, sous la forme de plans, qui sont beaucoup plus lisibles. La grosse différence, c'est que d'habitude, l'architecte, quand il fait son relevé, il va sélectionner des points qui relèvent sur place. Et donc, il fait déjà une sélection de l'information et de ce qu'il veut relever, des éléments importants. Ici, on scanne tout. Et là, on voit tout le problème de ces nuages de points. Je pense que c'est beaucoup trop riche d'informations. Et quand je donne ça à quelqu'un, même le comprendre dans l'espace, c'est très compliqué. Alors, dès qu'on repasse sous forme de coupe, donc de petites parties du nuage de points, donc je réduis ce que je vois, c'est tout de suite beaucoup plus lisible. Là, je recomprends un petit peu qu'est-ce qui est articulé avec quoi. Tu as des outils de découpe dynamique, donc en temps réel, tu peux aller limiter en fait ce que tu vois. Voilà. Et donc en créant ces petites tranches, on récupère quelque chose de très lisible, mais de très local, et donc ça doit être contextualisé. Où est-ce qu'elle est cette coupe? Où est-ce qu'elle se situe dans le bâtiment? Ce que vient de faire Samuel, c'est de demander à l'ordinateur de sélectionner des groupes de points qui sont plus ou moins suivant le même plan. Localement, on va pouvoir voir les différences. Donc les couleurs qu'on voit ici nous indiquent la distance de tous les points de la pièce par rapport au plan moyen. Et donc là, c'est le sol qu'on voit en vert, c'est tout le sol de la pièce. Et on voit tout de suite qu'ici, il y a une zone qui s'affaisse ou qui remonte. Donc là, on voit qu'il y a une bosse localement au niveau de la jonction entre les pièces. C'est la première étape, je pense. C'est comme quand on va soigner quelqu'un, on fait le scanner pour un peu explorer les choses, mais à un moment, on identifie et puis on doit évaluer, regarder plus précisément. Je crois que là, on est... Oui, c'est ça. Et cette fissure, elle était... Ah ben on la voit, non? Oui, je crois que c'est ça. Et en fait, tu as une poutre. Ici, on voit qu'on a une retombée et qu'on a quelque chose de structurel qui se passe. On n'est déjà pas sur... Ici, on a de la fissure, mais ici, on a les deux gros éléments avec les arcs qui portent. Et donc, on pourrait se dire, allons voir qu'est-ce qui s'est passé ici sur l'appui. On peut ressortir le giron, le nez de la marche, l'écartement des balustres, le nombre de balustres, le profil de la rampe. On se pose n'importe quelle question en disant là, est-ce que je sais faire passer mon extraction de ventilation? On peut vérifier. Tout y est, quoi. Tout y est. La fissure donne sur cette partie-là de la cave, mais je ne sais. Et on voit qu'il y a eu des bricolages, mais qu'est-ce que... Parce que là, le problème, c'est qu'on voit cette poutre effectivement à ce niveau-ci, on la devine, mais on ne sait pas, on sait pas à quoi elle est connectée, ni rien, quoi. Et là, tu vois aussi la démarcation physique, donc d'un autre type de mur, j'imagine, qui est assez marqué. Donc ça, c'est à confirmer sur site, mais tu as effectivement on change de système constructif. Aujourd'hui, on a une certaine tendance à dénigrer du bâti ancien. Dans ce genre de relevé, on voit que c'est un bâtiment qui est robuste, avec peu de déformation. Les affaissements de plancher, on a vu en bas, c'est des problèmes d'étanchéité en façade arrière qui ont dû venir ronger des poutres de soutien. Et donc, on peut avoir une approche plus chirurgicale, qui est sans doute pour moi une des visions d'avenir, c'est de se dire on arrête
d'un moment, vider des bâtiments comme ça, garder la brique et puis de se dire on doit tout renouveler. Non, je pense qu'on pourra aujourd'hui aussi exploiter ces données pour avoir des approches où on privilégie une conservation maximale de la matière en place. Dans la seconde partie de l'émission, je vous emmène rue Van Soest à Anderlecht pour découvrir une rénovation lourde d'une maison d'habitation que les architectes ont appelée Thermotopie. Je vous propose de retrouver l'architecte Romina d'Argenton du bureau Illet Architecture. Elle nous explique comment elle a travaillé sur le réemploi des matériaux ainsi que sur la ventilation du bâtiment. On est à Anderlecht et on travaille sur une rénovation, la rénovation d'une maison qui est assez petite, sur laquelle on va essayer d'amener une volumétrie supplémentaire. À la demande du client, il y avait deux volets, enfin deux parties pour nous importantes. Il y avait la question des microclimats. Donc ils avaient cette volonté d'utiliser la maison de manière un petit peu différente de la tradition, et de pouvoir l'optimiser en fonction des saisons. C'est-à-dire, il y avait des questions qui se posaient sur le stockage de nourriture, pouvoir faire sécher son linge en hiver comme on était à l'extérieur, pouvoir dormir dehors en été. Et toutes ces questions-là qu'on ne peut pas forcément appliquer en Belgique, qui sont compliquées. Le deuxième point important pour nous, c'était qu'ils voulaient vraiment faire d'une maison exemplaire, donc une rénovation exemplaire en termes écologiques, et donc avec des matériaux qui sont consciencieux, qui respectent l'environnement, qui ont le moins d'impact possible. On voit ici donc en plâtre rose les façades de la maison existante. C'est une maison qui est assez relativement petite, on va dire. Et donc la volonté, c'était de rajouter du volume à la maison. Allez, on va dire que le défi, c'était de rajouter du volume, mais sans rajouter du coût d'énergie, et donc pas de consommer plus, et d'essayer vraiment de réfléchir à cette question-là. Et donc pour rajouter du volume sans impacter trop sur la consommation d'énergie, on a opté pour le rajout d'une seconde peau. On a vraiment senti qu'il y avait une vraie discussion qui pouvait avoir lieu avec les maîtres d'ouvrage, qui étaient vraiment intéressés de mettre ça en évidence. Et puis il y avait le volet Rénolab qui venait se greffer à ça. Quand tu veux faire du testing, quand tu as des intuitions en fait, parce que nous on travaille beaucoup aussi à l'intuition, c'est vrai que Rénolab nous permet vraiment nous met à disposition des outils qui nous valident ou nous invalident en fait des solutions potentielles. Donc on a un complexe ici qui vient se rajouter, qui vient envelopper toute la maison. Ce complexe, il est composé en façade arrière de grandes baies vitrées qui ont été achetées pour le coup, mais en réemploi. C'est des anciennes cloisons de bureaux. Et en toiture, du coup, on va récupérer les tuiles, les enlever, les récupérer et rehausser toute la toiture. Et on va optimiser cette toiture en accueillant sur la partie de la toiture nord, donc avant, à rue, des nichoirs pour les oiseaux ou les chauves-souris qui viendront se nicher en fait dans la double épaisseur de toit qu'on va créer ici. Pour la gestion des eaux, on va récupérer les eaux pluviales et on va travailler en gravitaire. Donc on va désosser en fait des anciens boilers, les rénover, les repimper, leur donner un peu un côté hyper ludique et hyper esthétique. Et on va l'appliquer sur le mur et chaque boiler redistribuera de l'eau dans le bâtiment. C'est quelque chose d'intuitif. On sait que l'eau gravite. Et donc forcément, voilà, ça permet d'éviter les ponts de relevage, les circulateurs, etc., qui sont coûteux, qui sont énergivores, qui ont un impact sur l'environnement, une empreinte carbone, et qui sont souvent obsolètes et il faut les jeter. Donc c'est de revenir un peu à cette question peut-être plus primaire de comment ça fonctionne sans énergie à côté. Toute cette enveloppe-là, elle permet d'utiliser la maison selon les saisons et selon les besoins. Ça veut dire que si je dois caricaturer, en hiver, on est concentré sur l'ancien volume qui est le seul volume chauffé et toute la partie qui a été rajoutée est non chauffée. Donc l'isolation se place ici. Ça permet qu'en entre-saison, on puisse aller dormir sur la partie extérieure, semi-extérieure on va dire, d'aller faire sécher son linge toute l'année en étant ventilé de manière naturelle, parce que ces vitrages-là vont pouvoir être ouverts ou fermés aussi en fonction des besoins. Donc l'hiver, ça va être probablement complètement fermé. Le printemps, ça sera peut-être semi-ouvert en fonction du temps. Et en été, ça peut être complètement ouvert. Et alors pour le volet peut-être plus recherche, ça nous a permis, par exemple, si je donne un exemple concret,
Au niveau de la ventilation, on se posait la question de est-ce qu'on met une ventilation double flux ou est-ce qu'on retourne sur une ventilation naturelle. Alors la ventilation naturelle, elle a ses limites, c'est pas toujours facile, il faut pouvoir régler, il n'y a pas des réglages automatiques. Mais on a remarqué avec les outils de Renolab qu'en fait, en termes d'empreinte écologique, la ventilation naturelle était vraiment la ventilation qui permettait d'économiser le plus d'énergie en fait, qui avait le moins d'impact. Cette ventilation naturelle, du coup, elle arrive par le rez-de-chaussée, elle traverse du coup la double pot et ici en façade, on a recréé des appels d'air, donc qui seront des anciennes tabatières et qui seront du coup mises en œuvre là devant afin de faire l'appel d'air naturel de la maison et de ventiler, rafraîchir la maison en été naturellement. Dans notre initiative de réemploi, la charpente de l'ancienne toiture va être réutilisée pour faire des cloisons. Donc on doit vraiment s'assurer que le temps soit opportun et les entreprises doivent toujours un peu chercher, ok, on va d'abord faire ça, on change les plans, etc. Mais du coup, on est aussi dans la phase de récolte de matériaux. Donc il y a les matériaux qui sortent de ce bâtiment-ci et il y a les matériaux qu'on a récoltés qui viennent d'ailleurs. L'idée des maîtres d'ouvrage et leur délire, c'est de vraiment travailler sur le maximum de réemploi. On va chercher chez des fournisseurs qui font du réemploi. Ici à Bruxelles, on est quand même bien accompagné à ce niveau-là. Et donc on est en train de récolter tous les matériaux pour les remesurer, pour vérifier que tout va bien et on les stocke ici, on les répertorie et voilà. Ce sera tout pour cette émission, mais on se retrouve très rapidement dans un nouvel épisode d'Archi Urbain. D'ici là, je vous invite à vous brancher sur le site archiurbain.be pour y découvrir un tutoriel où Pascal Ourmand de Bruxelles Environnement nous explique c'est quoi le programme Renolab B. Bonne semaine, à bientôt, au revoir.